Voilà, donc après avoir vu le mythe éthique du véganisme, puisque nous avons vu qu'on ne peut pas vivre sans tuer, de toute façon qu'on cultive, qu'on prenne des fruits, des légumes ou autre chose, on est obligé de cultiver la terre, donc forcément de détruire des espèces vivantes. Et comme toutes les espèces vivantes, elles ont toutes la même importance. Il est très difficile de dire voilà, que l'homme ne peut pas vivre, enfin on ne peut pas vivre sans tuer, ça c'est sûr. Maintenant, sur le plan écologique, est-ce que le véganisme a un intérêt? C'est-à-dire que est-ce qu'on va moins détruire la planète? Est-ce qu'on va respecter davantage les zones de prairies, les zones naturelles? Est-ce que l'impact pollution sur la planète est moindre en consommant du végétal que du produit animal? Alors, on va essayer de remettre les choses à leur place. Déjà, pour nourrir la planète avec des cultures de blé, de soja, de légumineuses, ça suppose des monocultures. On est obligé, à moins que tout le monde redevienne paysan. La seule solution, ça serait que tout le monde redevienne paysan, ça serait un modèle qui serait possible, mais on verra que sur le plan nutritionnel, ne consommer que des végétaux peut poser certains petits problèmes à certains. Les conséquences, c'est que ces monocultures, à l'échelle de la planète, détruisent aussi la nature. Beaucoup de peuples qui vivaient de la chasse, de la pêche, des traditions des rivières, des plaines alluviales, dont on tirait tous les sédiments pour la culture, ont été détruits par des entreprises qui venaient cultiver du riz ou du quinoa ou d'autres céréales en créant donc des rizières, des barrages. C'est l'exemple par exemple de tous les têtes de bétail qu'il y avait dans certains pays d'Afrique où des barrages ont été construits pour les monocultures et que toutes ces bêtes n'ont pas pu se nourrir de graminées qui ont été détruits. Donc il faut bien comprendre que le véganisme nécessite quand même de la culture à grande échelle. D'autre part, la fertilisation de la terre devient obligatoire. Aujourd'hui, il n'existe plus de terre arable, c'est-à-dire qui ait suffisamment de minéraux et d'éléments nutritifs pour la plante. Donc, il nous faut absolument de l'azote. Et cet azote, pour la culture, ne peut être que d'origine animale. Il est quasiment impossible de produire de l'azote d'origine végétale, ça n'existe pas encore, à l'échelle de l'humanité c'est encore plus impossible. Donc on verra que le fumier, les résidus animaux d'os, de sang, sont aussi nécessaires à l'enrichissement des terres. Sinon l'autre alternative c'est de l'azote de synthèse, mais on verra que ça pose beaucoup de problèmes. D'autre part, il ne faut pas imaginer que l'agriculture a été un modèle qui a protégé l'homme de la famine. Les premières grandes périodes de famine, qui datent de 10-12 000 ans, ont existé justement à cause de l'agriculture. Avant, il n'y avait que des courtes périodes de jeûne qui étaient physiologiques, qui faisaient partie de l'équilibre de l'humanité, mais il n'y avait pas de mortalité par famine, même durant les hivers de la période glaciaire au Paléolithique. La pauvreté est aussi la conséquence de l'agriculture. On a été obligé de stocker, d'exploiter les terres, de protéger ces terres et ces graines qui ont été exploitées et qui sont la seule source de subsistance par les hommes au moment du néolithique, il y a 10 000 ans, il y a 5 000 ans, et ça a été la source de conquêtes, de guerres énormes et intenses qui n'existaient pas avant. Donc l'esclavage a dû être créé, et 80% de la population était au service d'une vingtaine de pourcents de privilégiés, voire un peu moins maintenant. La servitude, c'est donc la condition nécessaire à l'émergence de la civilisation associée à l'agriculture. Il faut bien comprendre que l'élevage peut faire exactement la même chose, bien d'accord. Alors, l'argument des véganes sur le plan écologique, c'est de dire que quand vous consommez 8 kg de céréales données au bétail pour produire 500 g de viande bovine destinée aux êtres humains, c'est un gaspillage, puisque dans 500 g de viande bovine, il y a moins de protéines que dans 8 kg de céréales. Mais attention, la même chose n'est pas vraie si on considère que l'animal n'a pas été élevé à partir de graines qu'on lui a données, mais a pu pâturer et vivre dans un écosystème qui est le sien. Il est ridicule. Alors, c'est la même chose quand vous détruisez des terres pour faire de la culture. Vous comprenez? Si vous asséchez des marais et des prairies, vous détruisez de l'espace vivant pour créer de la culture, et sur le plan écologique, c'est beaucoup moins intéressant. Donc il est ridicule de cultiver des céréales pour des ruminants, ça c'est évident, qui auraient pu subsister
dans les forêts, les prairies ou les zones humides, c'est-à-dire tout ce que l'on détruit à l'heure actuelle par les monocultures. Un animal qui a pâturé, qui s'est nourri de l'herbe, de ce qu'il a trouvé dans son environnement, ne coûte rien. Il n'y a même pas besoin de lui donner de céréales. Alors bien sûr, c'est pas comme ça que sont élevées nos bêtes, à part dans quelques fermes montagnardes, où on peut aller chercher encore sa viande, mais le problème c'est de comparer des choses comparables. On ne peut pas comparer 500 grammes de viande bovine qui ont été issues de l'élevage industriel nourri au grain avec 500 grammes de viande bovine dont l'animal a été élevé, a une belle vie dans les prairies des Pyrénées par exemple. La solution qui existe, elle existe. On va voir que sur le plan de la rentabilité, entre une protéine végétale, une protéine animale, la quantité d'eau produite, etc., c'est les fermes en polyculture avec un élevage à échelle humaine. Selon VecFam, ce sont des grands courants du véganisme, on affirme qu'une ferme de 4 hectares peut nourrir 60 personnes si on y cultive du soja, 24 personnes si on y cultive du blé, 10 du maïs et seulement 2 si l'éleveur a des bovins. C'est faux, en réalité, ces affirmations-là. Faites très attention quand vous les lisez, parce que l'alimentation unique, déjà à base de céréales ou de légumineuses, elle est insuffisante et les sources de malnutrition, elle est impossible. On ne peut pas se nourrir uniquement de soja ou de blé. La deuxième chose, c'est que le chiffre de 2 éleveurs pourrait être vrai si l'animal avait été nourri au grain et élevé sous forme d'élevage industriel. En revanche, si sur ces 4 hectares, vous avez une ferme en polyculture, c'est-à-dire avec des animaux qui pâturent, des poulets, des volailles, de la nature, des prairies, des vergers, tout ça sur 4 hectares, pas plus. Et bien sur ces 4 hectares en un an, vous produisez 3000 œufs, 1000 poulets, 80 poules, 900 kg de bœuf, 1100 kg de porc, 45 d'ânes, 50 lapins. C'est-à-dire que sur un plan comptable, même si on ne veut pas parler d'exploitation d'animal, on est bien d'accord, mais uniquement sur un plan comptable, pour répondre à l'affirmation VecFam du début, on pourrait nourrir bien plus de personnes qu'avec uniquement 4 hectares de soja, de blé, etc. D'autre part, on verra que la nourriture est bien plus nutritive quand elle est issue, on verra, d'un animal comme ça, que d'un simple végétal en monoculture. Il faut bien comprendre que tous ces animaux mangent aussi de l'herbe, que ce soit un poulet ou une vache, etc. Donc tout cet espace sont suffisants pour les nourrir sans carence en acides gras. Alors pour nourrir nous, les hommes, c'est-à-dire que quand vous avez ces poulets, ces poules qui sont produites, vous n'avez pas de destruction de terres arables, vous n'avez pas besoin d'utiliser d'engrais, et vous apportez à la personne qui va consommer ces aliments toutes les protéines, les acides aminés, pour plus de 10 personnes durant un an. Donc les chiffres sont, attention, galvaudés, il faut faire très attention. D'autre part, quand on vous dit 1 kg de blé nécessite 60 litres d'eau, alors que 1 kg de viande en nécessite 2500 à 6000, c'est vrai pour du bétail nourri au grain en industrie. En pâture, un bovin, pour faire 225 kg de viande, 66 kg de graisse et d'os, pour une vache qui a été élevée pendant 630 jours, il n'y a besoin que de 26 litres d'eau par kilo de viande. Et encore, on ne compte pas les abats qui sont très nutritifs. Une vache laitière boit 2 litres d'eau pour produire 1 litre de lait. Alors le problème du lait, c'est pas une alimentation ancestrale, etc. Mais en tout cas, c'est très rentable de produire 1 litre de lait à partir de 2 litres d'eau d'un point de vue nutritif, quantitatif. Même si le lait n'est pas toujours adapté à l'homme, on verra pourquoi dans d'autres vidéos. La comparaison à la valeur nutritionnelle de 1 kg de bœuf par rapport à 1 kg de blé ne tient pas, parce que vous avez 2 fois plus de calories pour 1 kg de bœuf. Et d'autre part, le nombre de calories par litre d'eau consommée, c'est-à-dire est à peu près le même, 50-48 calories, mais les calories produites par le bœuf contiennent beaucoup plus de nutriments essentiels que l'homme ne peut pas produire donc pour son alimentation. Protéines et acides gras essentiels en particulier. Je dis bien quand l'animal a vécu en extérieur, nourri au foin et non pas aux graines, et qui n'a pas reçu des vaccins, des antibiotiques, etc. Donc on compare des choses comparables. Les protéines de la viande, on verra, contiennent beaucoup plus d'acides aminés essentiels et surtout beaucoup moins de glucides, parce qu'il y a un inconvénient à consommer beaucoup de glucides quand on est vegan. On verra qu'il y a d'autres inconvénients sur le plan nutritionnel, d'autres avantages bien sûr, mais aussi d'autres inconvénients. Alors,
on a parlé là que de vaches quand on a comparé les chiffres. Mais les vaches ne sont pas les animaux les plus économes en eau. Si on faisait de l'élevage d'antilopes, de buffles, de moutons dans un milieu, un biotope qui leur correspond, c'est-à-dire dans des pays plus arides, on verrait que le ratio eau-calories est bien meilleur. Et d'autre part, l'avantage de l'élevage, c'est que ces animaux rejettent à la terre la quasi-totalité de l'eau qu'ils consomment sous forme d'urine, d'excréments chargés de nutriments et de bactéries. C'est-à-dire que pour la terre, c'est aussi une valeur ajoutée. On est dans un cercle d'enrichissement constant. Donc sur des terres arides au Mexique, par exemple, des monocultures de quinoa, de blé, détruiraient toutes les terres arables, toutes les terres fertiles, alors qu'une ferme en polyculture entretiendrait sa vie constamment. Donc je mets l'animal au service de l'humain, certes, mais nous, l'humain aussi, au service de l'animal et de toutes ces espèces pour qu'elles puissent vivre dans des conditions idéales. C'est ça qu'il faut regarder aussi. Alors, bien sûr que les animaux, quand ils sont élevés en batterie, ils rejettent des quantités de nitrates. C'est 1,4 milliard de tonnes de déchets animaux tous les jours qui polluent les fermes des humides américaines, qui se retrouvent dans nos cours d'eau, dans nos rivières. C'est vrai que en engraissant ces animaux, on détruit notre planète. Ça, c'est une certitude. Et ce n'est pas ce modèle que je défends, bien sûr. Par contre, il faut bien penser que ce nitrate, ces déchets animaux, ne peuvent représenter une manne dans l'entretien de la fertilité de la terre. L'azote est un facteur limitant pour l'humanité. Pourtant, il est à la base de la vie. À l'époque, on avait le soleil qui permettait de faire pousser les plantes et les nutriments de la terre qui s'entretenaient tout seuls. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune terre fertile à part les terres naturelles. Et on a été obligé de remplacer cet azote donc, par de l'azote de synthèse, c'est-à-dire du pétrole. Donc, si vous voulez nourrir la planète avec du quinoa, du riz, du soja, pour l'homme, eh bien, vous serez quand même obligé de faire des cultures. Et ces cultures nécessitent soit l'apport d'engrais azotés naturels, soit, c'est-à-dire issus de l'animal, soit des apports engrais azotés de synthèse, c'est-à-dire du pétrole. Alors, dans les deux cas, moi je préfère quand même le moins pire pour la planète et pour ma santé, c'est-à-dire de l'engrais azoté issu du fumier des animaux, ou d'os, ou de sang, etc. Mais à condition que l'animal ait eu une belle vie, bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Depuis que nous n'avons plus de terres arables, n'oubliez pas que la nourriture, c'est du pétrole que nous consommons et il n'y a pas d'autre alternative à part le fumier. Alors, la solution que je propose d'un point de vue écologique, il n'y en a pas 36 000, c'est la coopération avec l'animal. Le fumier n'est pas un déchet, mais un cadeau biologique. Donc, c'est la meilleure source d'azote pour les sols. Il faut bien comprendre qu'avant, en 1950, les fermes n'avaient besoin que de soleil pour tourner. Aujourd'hui, pour produire 2 calories d'énergie alimentaire, il faut, pour chaque calorie d'énergie alimentaire, il faut 1 calorie de pétrole, l'énergie fossile. Donc on fonctionne vraiment à l'envers. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'un point de vue écologique, c'est dans la coopération avec l'animal que nous pourrons survivre correctement, dans des conditions écologiques idéales. Voilà pour cette petite partie sur la partie entre véganisme et écologie. Maintenant, nous allons passer à la dernière partie, sans doute la plus attendue par beaucoup d'entre vous. Est-ce que le véganisme est un mode alimentaire adapté à l'homme ? Voilà.